Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Tiens, si on se disait bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Voilà, c'est pas très coordonné. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Comment ça va ? Très bien, et vous ? On commence avec vos quotidiens nationaux. 20 minutes a mis une poule aux œufs d'or au sens propre à la une et titre « L'audace donne des ailes ». Point positif, 77% des Français considèrent que notre pays a beaucoup d'atouts à valoriser. Le rassemblement est en marche, s'enthousiasme Direct Matin. Photo de Nicolas Sarkozy accompagné de Bruno Le Maire et de Luc Châtel, tout sourire à la une. Lecture beaucoup plus critique des événements à l'UMP dans Libération. L'offre de Nicolas Sarkozy aux ex-premiers ministres fait flop. L'opinion titre Palestine, une querelle française avant le vote que j'évoquais dans le rappel des titres à l'instant et qui aura lieu à l'Assemblée. Et puis dans Aujourd'hui en France, le berger Arnaud Clément, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, répond à la bergère Yannick Noah qui l'a violemment critiqué et qui voudrait bien lui piquer sa place. Clément dit avoir été choqué par les attaques de Noah. C'est hyper violent, je l'ai toujours beaucoup aimé et j'avais l'impression que c'était réciproque, dit Arnaud Clément. Sur le fond, je ne suis d'accord avec aucun de ses propos et Clément de conclure « Si Yannick peut juger de tout devant sa télé, chapeau ». On sait bien qu'il y a Eva Rock qui sait faire ça, tout juger devant la télé. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien, encore des images terribles des intempéries dans les journaux du sud de la France. Midi Libre évoque les plaies ouvertes du déluge quand l'Indépendant met en première page cette photo du cadavre d'un animal gisant sur un enchevêtrement de bois et d'eau. Cette bête, c'est l'une de celles de la réserve africaine de Sijan dans l'Aude qui a succombé aux inondations. La réserve qui, face à ces nouvelles crues, 7 fois en 15 ans, menace de se délocaliser en Espagne. Pendant ce temps, à l'ouest, c'est la météo version douceur record qui fait la une. Presse Océan, le Courrier de l'Ouest, Sud-Ouest qui parle aussi d'un automne hors norme. Et puis sondage ce matin sur la fusion des régions. Dans La Voix du Nord et le Courrier Picard, 60% des sondés favorables à la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on la lit dans l'Est républicain avec des braqueurs qui décidément n'ont vraiment peur de rien. Oui, à Nancy, ils se sont carrément attaqués à la salle des scellés de la cité judiciaire au cœur même du tribunal de grande instance. Une attaque tout à fait exceptionnelle. C'est très audacieux. Et d'après, ça allait voler des serrures en prison ? Alors surtout, apparemment, ils étaient quand même très bien renseignés, ces gens-là. 3 personnes, en fait, un commando qui a donc sévi dans la nuit de samedi à dimanche. Il était entre 1h et 2h du matin. Ils ont commencé à taper très fort à la porte du tribunal. Là, le vigile alerté est venu voir, sauf qu'entre-temps, ils se sont cachés. Il a ouvert la porte pour vérifier. C'est là qu'ils lui ont sauté dessus, qu'ils l'ont pris en otage, qu'ils l'ont molesté, qu'ils l'ont emmené. Salle 109, nous dit l'Est républicain, une salle du premier étage où sont entreposées de façon temporaire les pièces à conviction avant qu'elles ne soient stockées dans une salle blindée. C'était donc un moment stratégique. Apparemment donc très bien renseigné. Ils auraient fait main basse sur des bijoux et une montre. Le procureur évoque un vol opportuniste. En tout cas, l'enquête prioritaire a été confiée donc au SRPJ de Nancy et 2 représentants de la chancellerie ont été envoyés sur place pour s'intéresser aux conditions de sécurité aussi dans ce tribunal. Je pense que c'est nécessaire. C'est donc à lire dans l'Est républicain ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous réemmenez en quelque sorte à Hong Kong avec des manifestations qui décidément n'en finissent pas. Ça fait plus de 2 mois maintenant que je vous parle régulièrement dans ce kiosque de la révolution des parapluies, le symbole de la colère en ce moment à Hong Kong. Je vous la fais courte, un rappel des épisodes précédents, un mouvement étudiant au départ sur un territoire chinois avec une large autonomie, mais des jeunes qui ont peur de la mainmise de Pékin sur leur avenir. Le résultat, des centaines de blessés, d'arrestations, mais pas de réels vainqueurs. C'est le constat plutôt sombre ce matin dressé par le Guardian et l'ensemble de ses correspondants en Asie. Échec des autorités qui n'ont pas réussi à étouffer ce mouvement pour plus de démocratie et échec des manifestants qui n'ont obtenu aucune concession. Des manifestants fatigués, découragés, raconte le Guardian. La police continue de nous chasser et le pouvoir continue de nous ignorer, disent-ils. Mais surtout, on s'aperçoit que l'unité de départ maintenant n'est plus qu'une unité de façade. Les étudiants pacifiques sont souvent débordés maintenant par une frange plus radicale du mouvement, d'où les images de violence qu'on a pu revoir ces derniers jours. Et que disent les gens là-bas Axel de Tarlet. Ce qui est intéressant, c'est que l'opinion est en train de basculer. Alors c'est vrai, au début, la population était plutôt du côté des manifestants. Parfois même, elle descendait dans la rue, spontanément, en signe de solidarité.
Mais les derniers sondages, nous dit le Guardian, montrent que les Hongkongais veulent désormais la fin des manifs, la fin des embouteillages, la fin des images de violence. Victoire à l'usure, quoi, pour le pouvoir. Exactement. Alors aujourd'hui, les étudiants réfléchissent à d'autres modes d'action, notamment les sit-ins, les grèves de la faim. Le gouvernement peut nettoyer les rues, mais il ne peut pas évacuer le problème, disent-ils. En face, le pouvoir reste inflexible. J'ai regardé tout à l'heure les dernières déclarations à Hong Kong. Je vous cite un haut responsable. Ce mouvement est illégal et il est voué à l'échec. L'ambiance. Voilà donc pour la presse internationale. On passe à la une de l'Écho. Axel de Tarlet. Que pensent les Français des impôts? C'est sur leséchos.fr. Et c'est gratiné. Ah oui, c'est gratiné. C'est même très violent. Une enquête réalisée donc, pour le FinSquare qui dit 84% des Français, donc, mais l'écrasante majorité, pensent que les pouvoirs publics gaspillent l'argent de nos impôts. Il y a 37% des Français, donc plus d'un sur trois, qui considèrent que l'impôt est une extorsion de fonds. Exprès, ils ont mis un mot très violent. Eh bien, il y a un Français sur trois qui dit oui, je suis d'accord, l'impôt, c'est une extorsion de fonds. Alors, ce qui est très curieux, c'est que les gens les plus en colère sont ceux qui ne payent pas d'impôts, justement. Si vous regardez parmi les gens qui gagnent moins de 1 000 € par mois, donc ils ne payent pas d'impôts, là, ils sont 50% à penser que les impôts qu'ils ne payent pas sont une extorsion de fonds. En tous les cas, c'est une illustration assez dangereuse de ce holker fiscal dont parlait Manuel Valls. Mais ça sert à quelque chose, les impôts, quand même. Faut aussi le rappeler. Alors voilà, parce que c'est vrai que ça quand on dit important quand même de remettre un peu les points sur les i. Et j'ai lu récemment le bouquin de Vincent Drezé, vous savez, c'est ce fiscaliste qui est secrétaire général de Solidaire Finance, qui a sorti un bouquin assez amusant qui s'appelle Une société sans impôts. Alors il s'amuse à imaginer, par exemple, vous téléphonez, vous faites le 15, boum, on vous facture 1 000 €. Vous allez à un accouchement, boum, oui, s'il n'y avait pas d'impôts, il n'y aurait pas de service public, donc vous iriez à l'école, aussi, 8 000 €, vous envoyez votre enfant à l'école, 8 000 €, voilà. Donc c'est une façon de rappeler que l'impôt, ça sert aussi à payer les retraites, la santé, l'école, la police, etc. Et tout ça, c'est donc à lire sur leséchos.fr pour s'énerver en chœur avec Axel de Tarlet. Heureusement, Eva Rock nous change les idées et nous emmène en terre inconnue. Rendez-vous en terre inconnue, France 2, 20h50. Et oui, l'émission la plus regardée du service public est de retour. Alors cette fois-ci, Frédéric Lopez a choisi d'emmener Arthur, l'animateur, au Pérou, 4500 mètres d'altitude, dans des montagnes. C'est sublimissime, c'est vert, c'est très très beau. Et où vivent les Indiens Quechua. 2 jours d'avion, 3 jours d'acclimatation. Ouais, j'en étais sûre. Je me suis demandé si Thomas Soto allait me faire la plaisanterie. Ça n'a pas loupé. 3 jours d'acclimatation, des heures de voiture. J'en peux vous dire aussi que TF1, c'est la terre inconnue pour Arthur qui est de France 2. On peut continuer si vous voulez. Des heures de voiture, 4 heures de marche. C'est l'inverse. J'étais en train de réfléchir. 4 heures de marche. Et enfin, l'arrivée totalement essoufflée dans un village de pierre. Alors, ils découvrent donc les Quechua qui sont tous de rouge vêtus. Ils sont tous entassés dans une maison où Arthur va dormir. Enfin, il va tenter de dormir. Et puis, on compte sur vous pour nourrir les cochons d'Inde. Il y a un cochon d'Inde ici? Là. Sur la tête de ma mère, il y a des cochons d'Inde sous le lit. Déjà le lit, c'est déjà une épreuve. Mais alors, les 20 cochons d'Inde sous le lit. On élève les cochons d'Inde pour les manger. Vous mangez les cochons d'Inde? Oui. Vous les mangez pas, vous? Non. Manger du cochon d'Inde, pour nous, c'est comme manger du dauphin. Voilà, donc il va dormir avec les cochons d'Inde. Il a un peu du mal. En quelques heures, en fait, vous allez voir Arthur, qui est un pro de la communication quand même, va oublier les caméras, ce qui est plutôt sympa. Il est assez émotif, moins sûr de lui, mais pas franchement bricoleur. Vous allez le voir, il est très fier sur le toit d'un toit qu'il est en train de construire. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose de mes mains. Parce que mon travail, c'est pas avec les mains. Et j'aime bien. Si tu ne sers pas de tes mains, c'est que t'es un paresseux. Mais non, je suis pas paresseux. Maintenant, tu travailles. Tu deviens comme nous. Voilà, rassurez-vous. Ah, c'est ce que lui disent les Indiens, c'est ce que lui disent les Indiens Quechua. Un paresseux, un paresseux, mains, exactement. Alors rassurez-vous, Arthur est rentré, il s'est pas reconverti en charpentier. Il a promis de repartir avec son fils et sans doute sans caméra cette fois-ci. Ça, c'est la promesse qu'ils doivent tous faire en rentrant. Je pense. Reste à savoir s'ils le font. Voilà. En tout cas, c'est Rendez-vous en terre inconnue, c'est ce soir sur France 2 à 20h50. Et notez que Frédéric Lopez sera tout à l'heure l'invité de Jean-Marc Morandi dans le grand direct des médias. Rideau sur le kiosque.